Bonjour Belinda, merci de nous rejoindre. Nous vous attendions. Si vous voulez commencer, nous sommes prêts. Oui, bonjour, excusez-moi. J'avais un mauvais lien Teams, donc je suis contente de pouvoir échanger avec vous. Je vais mettre ma caméra, je pense que vous pourrez me voir. Et Tout à puis, fait. vous partagez également mon écran pour pouvoir vous montrer une petite présentation. Alors, juste, je vais être sûre de bien vous présenter les bonnes choses. Donc, voici la présentation de ce jour pour l'atelier RH, donc, qui s'intitule Les attentes des recruteurs lors de l'entretien. Donc, je travaille pour Avanade, qui est un cabinet de conseil, une société de service ou encore une ESN. Vous entendrez également parler d'SS2I, donc une société de service du numérique qui va donc avoir des clients, en l'occurrence pour nous des clients prestigieux, puisque ce sont en grande partie des multinationales ou des grosses entreprises du CAC 40. Donc, pour les plus gros, on va parler de Total, de Vinci, de la Société Générale, de Air France KLM, ce genre de choses. Donc, des clients qui nous sollicitent pour avoir un service de qualité et d'expertise sur les sujets de l'informatique, puisque ce n'est pas leur cœur de métier. Donc, on fait beaucoup passer d'entretiens avec des personnes qui sont en général des ingénieurs, en tout cas. Donc là, je vais vous parler de comment vous préparer pour l'entretien et qu'est-ce qu'on peut attendre lors de l'entretien en tant que recruteur, puisque c'est mon métier. Donc, je vais vous parler dans un premier temps de tout ce qui va être préparation, puisque finalement, c'est ça qui va faire que vous allez réussir votre entretien. C'est vraiment tout ce qu'il y a avant. Donc, en l'occurrence, là, je parle d'une création de la création d'une identité professionnelle qui va passer par le CV, LinkedIn, le profil LinkedIn. Donc, on va s'attarder un peu là-dessus. Et puis aussi le pitch. Donc, je vais vous apprendre à raconter une histoire. Et enfin, la deuxième partie, vraiment, le fait de faire matcher votre profil finalement, ou votre histoire avec ce qui est attendu. Donc, les codes en général, que ce soit de l'annonce que vous allez identifier ou que ce soit au niveau de la présentation orale ou physique. Donc, en termes de création d'identité professionnelle, donc là, on va parler du CV. J'ai noté 4 points fondamentaux qui sont pour moi le fait de minimiser les informations personnelles parce que, par exemple, je vois souvent dans les CV une adresse complète avec le nom de la rue, avec l'endroit, le numéro de l'appartement, limite l'étage, etc. Donc, c'est vraiment pas du tout nécessaire. Le CV, il n'est pas là pour savoir où vous habitez, il est là pour comprendre qui vous êtes professionnellement parlant. Donc, évitez de trop mettre d'informations personnelles parce que ça va aussi, on va dire, attiser, enfin réveiller les biais cognitifs que toute personne peut avoir. Donc, même si je suppose que les recruteurs en particulier, en tout cas c'est notre cas chez Avanade, on travaille beaucoup sur le fait d'éviter, de prendre conscience de nos biais cognitifs, c'est-à-dire voilà, les a priori qu'on peut avoir. Sur différentes choses. On essaye vraiment d'en prendre conscience. On a beaucoup de formations là-dessus pour les éviter justement. Mais c'est naturel, donc on ne peut pas savoir sur quel recruteur on va tomber, donc autant épurer au maximum. À savoir que donc la manière de lire un CV pour les recruteurs, que ce soit conscient ou inconscient, vous remarquerez vous aussi si vous lisez le CV de quelqu'un, on a tendance à lire en Z. Donc on va regarder d'abord la partie, le coin gauche, le coin supérieur gauche du CV. Donc c'est là qu'on met la photo en fait. Donc autant euh, peut-être vous ne mettez pas de photo. Moi, je considère que c'est mieux qu'il n'y ait pas de photo, en fait. Mais vous pouvez en mettre une si vous considérez qu'elle vous sert finalement. Donc,
Le but, c'est de mettre tous vos atouts en avant. Donc, mettez les éléments dans le CV qui vont faire que ça rentre en cohérence avec cette carte d'identité professionnelle que vous êtes en train de créer. Donc, le CV, on le lit rapidement. Donc, ça va être le coin gauche supérieur. Après, on va descendre un petit peu vers la première expérience, puis on va revenir vers la gauche, et puis voilà, on descend un petit peu comme ça. Donc, même si c'est grossier, évidemment, on va aussi lire le corps des expériences, mais en tout cas, ça prend 10 secondes. Donc, il faut vraiment qu'il y ait certains éléments qui soient clés. Donc, il y a trois choses à retenir. Déjà, il ne faut pas mettre beaucoup de couleurs. On dit qu'il faut trois couleurs maximum. Donc, le noir en fait partie, par exemple. Donc, par exemple, un bleu soutenu, un bleu plus clair et un gris ou un noir. Ou si vous avez une autre couleur. En tout cas, toujours faire que trois couleurs différentes. Au niveau de la taille, c'est pareil. Ne pas faire trop de tailles différentes, mais faire des tailles par niveau de lecture. Donc, par exemple, votre titre qui sera d'une taille, enfin le titre de chaque expérience, qui va être du coup la qualification de votre rôle. Donc, pour moi, par exemple, Talent Acquisition, qui serait par exemple en taille 16, je dis n'importe quoi, et puis en dessous, la société en taille 14, et puis le corps de l'explication de mon rôle, peut-être en taille 12, et on va rester sur ces codes-là et ne pas mettre des tailles trop différentes pour que visuellement ce soit très simple à lire et qu'on aille chercher l'information automatiquement et qu'on tombe sur ce que vous voulez nous montrer aussi. Donc, c'est une manière de manipuler l'œil du recruteur. Et donc, le contenu, c'est pareil. On peut, sur les expériences en tout cas qui ne sont pas forcément importantes, si vous en avez beaucoup, c'est de ne pas mettre plus de trois éléments, en tout cas dans la phrase que vous allez expliquer. Donc ça, je vais y revenir au niveau du pitch, mais c'est le même principe de mettre le contexte général, la problématique que vous avez dû donc, pour laquelle on vous a sollicité, et puis la réalisation de cette problématique, quelle est votre réalisation? Et puis penser IA dans le sens où aujourd'hui les recruteurs ont une manière de trier les CV qui va se faire au travers d'un ATS, ce qu'on appelle, hein, qui est un logiciel qui permet donc de recevoir les candidatures dans le respect des règles RGPD notamment, hein, donc tout ce qui est la conservation de vos données. Donc vous allez souvent vous enregistrer sur le site, accepter ce RGPD, et on ne peut pas vraiment sortir les données du logiciel. Donc en tout cas pour les entreprises qui respectent ces règles-là. Et ça va créer notamment une obligation. Voilà, si vous postulez un job, on va pouvoir être sollicité, ou en tout cas traiter votre candidature que pour ce job-là. On va devoir vous demander une autorisation spéciale pour vous changer de job, ou vous allez devoir repostuler, ce genre de choses. Donc, c'est un petit peu contraignant, mais il y a aussi un triage des CV et un classement qui va se faire par rapport à ces annonces en matching avec votre CV. Donc, du coup, si votre CV il correspond bien à l'annonce, le logiciel va faire matcher, et donc ça va remonter votre CV en haut de la pile. En tout cas, j'ose dire, s'il y a beaucoup de candidatures, vous allez peut-être vous voir attribuer la note A, et qui va influencer le recruteur. Donc ça, il faut quand même le savoir. Moi, je suis un peu longue, je voulais vous montrer mon CV, mais bon, ça marche pas. Je passe trop tôt. Alors voilà, après la deuxième chose, c'est le profil LinkedIn. Donc c'est un petit peu pareil, finalement, c'est votre CV aussi. Donc il faut être cohérent avec les deux. Il faut que les deux soient similaires. Si vous avez des photos, je vous recommande de mettre la même photo, par exemple. En fait, il faut que ce soit facile à lire, qu'on comprenne qui vous êtes, qu'on vous identifie comme telle personne. Donc, sur votre profil LinkedIn, vous allez donc avoir une photo professionnelle. Il existe des sites pour vérifier que votre photo, elle a un pourcentage de ressenti professionnel qu'elle donne à la personne qui va voir la photo. Donc, ça peut être assez drôle. Il faut savoir que LinkedIn, alors je ne connais pas du tout mon audience, donc je ne sais pas à quel point vous connaissez LinkedIn, mais en tout cas, ça marche par niveau de connexion. Donc, en l'occurrence, il y en a trois. Le premier niveau, ça va être les personnes qui sont dans votre réseau, hein, qu'on pourrait appeler sur Facebook nos amis. Bon, là, pour le coup, ce sont des connexions. Donc,
Ces connexions de premier niveau, elles voient notre fil d'actualité, elles sont dans notre réseau et ces personnes-là nous ouvrir leur propre réseau qui sera du coup le réseau de niveau 2 pour nous. Et ces personnes-là de niveau 2 vont elles-mêmes avoir un réseau qui est de niveau 3 pour nous puisque c'est éloigné. Ce sont des personnes avec qui on n'a personne en commun, ni personne qui est en commun avec ces personnes qu'on n'a pas en commun. Donc, plus on est loin en fait de ces personnes-là, moins on va nous les proposer et donc moins on va pouvoir interagir avec elles. Donc le but c'est de faire un réseau de gens qu'on ne connaît pas, donc c'est pas du tout comme Facebook, puisque Facebook on va plutôt avoir des personnes proches qu'on connaît. Là pour le coup c'est se construire un réseau dans notre domaine, en tout cas dans le domaine professionnel qui nous intéresse pour pouvoir après avoir un impact quand on va publier une annonce ou quand on va tout simplement chercher du travail ou quand, voilà, pour différentes raisons, pour avoir des infos aussi sur les dernières technologies ou sur ce qui se passe dans notre domaine. Donc la cohérence, c'est vraiment le mot, le maître mot. J'en parle depuis le début, je vais continuer à en parler, mais là je le marque parce que c'est vraiment ce qui est très important, c'est que il y ait une cohérence dans le CV, dans votre parcours, qu'on sente une évolution, que vous êtes passé par là, puis après vous avez fait ça, puis après ça, qu'on lise une histoire. Et ça doit se retrouver autant dans le CV que dans LinkedIn et que les deux soient en adéquation, hein. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui soient trop décalées. Après, on ne parle pas de là, vous avez mis que vous travaillez au mois de mai, là-bas, vous dites que vous avez commencé au mois de mars. Bon, ça, c'est pas très grave. C'est vraiment de dire j'ai travaillé 1 an là-bas, j'ai travaillé 4 ans là-bas. Si ce n'est pas le cas sur LinkedIn, ça va poser un problème. Donc, voilà. Et puis là, penser algorithme pour le coup. Donc pour les CV, c'est penser IA, pour donc intelligence artificielle. Ici, c'est penser algorithme parce que LinkedIn va donc faire matcher des mots-clés avec, avec d'autres mots-clés, donc pour les recruteurs. C'est-à-dire que nous, en utilisant LinkedIn recruteur, qui est un LinkedIn un petit peu en parallèle du LinkedIn normal, on va pouvoir faire des recherches avancées par mots-clés. Et donc ces mots-clés-là, ce sont des mots-clés qui nous sont proposés par LinkedIn et donc du coup qui vous sont aussi proposés quand vous créez votre profil pour notamment des noms de postes ou ce genre de choses. Donc ça vous évite par exemple de faire des fautes d'orthographe parce que par exemple si on va rechercher je sais pas, ingénieur et qu'en fait le et votre touche marche mal et puis elle n'est pas sortie et puis finalement il n'y a jamais écrit le mot ingénieur de manière normale mais il est toujours écrit avec le et en moins par exemple, ben, on va jamais tomber sur vous si nous on cherche en écrivant ingénieur. Donc il faudrait qu'on pense à toutes les erreurs possibles humaines. Donc c'est mieux de pouvoir et croyez que ça se passe souvent parce que j'ai souvent vu des erreurs, des erreurs de frappe parce que ben, c'est pas votre métier de faire un profil LinkedIn, c'est le mien, c'est pas le vôtre. Donc je comprends que vous passez pas votre temps à regarder, à peaufiner votre profil, mais en tout cas le jour où vous le faites et il faut le faire avec minutie et surtout utiliser ben, les propositions de LinkedIn comme ça, il n'y a pas trop de risques et puis vous allez être retrouvé plus facilement par les recruteurs également. Donc, je vous aurais bien montré mon profil. Peut-être qu'on aura le temps. Je crois qu'on pourrait avoir le temps. Comme ça vous donne une idée. N'hésitez pas à m'ajouter à votre réseau hein, si vous voulez, puisque j'ai du monde dans dans mon réseau, donc c'est intéressant pour vous. Donc vous voyez déjà que là, au niveau de l'URL, je l'ai changé, donc vous pouvez le faire facilement ici. Je m'appelle comme ça, voilà, recrutement spécialiste, c'est ce que j'ai choisi de mettre. Donc là, ben, j'ai une photo. Euh, Là, je fais passer le message que j'ai envie de faire passer en tant que recruteur et représentante d'Avanade, mon titre avec ma spécialité. Donc après, vous voyez ben, des choses que j'ai mis en avant. Donc c'est des choses qui moi, me semblent importantes. Donc aussi de bien maîtriser les 3 premières activités qui vont être vues du coup par tout le monde. Mes informations. Alors ça, c'est pas très bien fait par LinkedIn, mais bon. Disons que voilà, on ne peut pas mettre de lien, etc. Donc, je ne suis pas sûre que tout le monde regarde ça, pour être honnête. Mes expériences, donc voilà, j'ai mis des vidéos parce que ça va nourrir le profil, hein. C'est comme un site web, il faut plus on met d'informations et plus
c'est un profil qui va avoir du poids. Ensuite, donc, bon, voilà, c'est mes formations, j'ai détaillé mes certifications, mes licences, ce que j'ai fait à côté. Là, on a recommandé des choses que j'ai voulu mettre en avant, donc que les gens après vont aller euh, évaluer. Donc ça, vous pouvez inviter les gens à le faire entre collègues, entre camarades de classe, etc. Ensuite, les recommandations. Donc là, par exemple, hier, j'ai demandé à une groupe manager que j'ai embauchée de bien vouloir me faire une recommandation. Donc, elle a été d'accord pour le faire. Là, c'est un senior consultant. Là, c'est une directrice que j'ai embauchée. Donc, voilà, des gens qui ont été contents de mon travail et qui vont, du coup, me donner des recommandations. Bon, j'en ai beaucoup, il faut y penser. Bon, j'ai été publiée, j'ai un brevet, voilà, j'ai vraiment rempli tous les champs de LinkedIn. Donc après, voilà, les influenceurs, bon, j'ai mis bien Microsoft, Sarah, bon, ça c'est mes centres d'intérêt. Donc évitez d'afficher que vous êtes pro-Mélenchon ou Marine Le Pen ou même Macron. Bon, Macron c'est le président, donc c'est pas trop gênant, mais quand on a des idées politiques, c'est pas forcément le lieu de les exposer, hein. Je vous recommanderais de le faire sur Facebook. Donc voilà pour mon profil. Je vous montrerai mon CV après si on a le temps. Donc la deuxième partie de cette création minutieuse d'identité professionnelle, c'est le pitch. Donc c'est super important. C'est vraiment de vous raconter votre histoire. Donc peu importe hein, que vous ayez de l'expérience ou pas. J'étais avec des étudiants de l'ESIEA il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une conférence assez similaire et ils ont réussi très bien à travailler leur pitch alors qu'ils ont quasiment aucune expérience, hein. Mais on a toujours une expérience quelque part, on a toujours un stage qu'on a fait, on a toujours vu quelqu'un, en tout cas fait des projets à l'école. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura différentes problématiques, c'est-à-dire que c'est à vous de faire ce travail, d'aller chercher la moindre expérience qui va être une compétence pour vous. Donc, une compétence euh, que vous allez mettre en avant pour le recruteur. Vous devez servir sur un plateau, mais c'est à vous de faire cet exercice, ce travail, d'aller déchiffrer un petit peu votre parcours pour mettre en avant, voilà qui je suis, voilà ce que je veux présenter, voilà la casquette que j'ai mise aujourd'hui. Je suis peut-être une mère dans la vie, je suis peut-être une fille, enfin oui, forcément, je suis peut-être une sœur, voilà, j'ai plein de casquettes dans la vie. Là, aujourd'hui, j'ai la casquette candidate pour ce poste-là. Et ça, c'est super important de le faire ressortir dans le CV, dans LinkedIn et dans le pitch. Donc, une phrase de présentation, c'est-à-dire, pour moi, par exemple, ce serait, je suis talent acquisition, spécialisée dans l'informatique et plus particulièrement dans les technologies Microsoft. Et depuis 2 ans, euh, sur la niche de l'infrastructure Microsoft. Donc, je suis rentrée dans un niveau de détail qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui peut être intéressant pour certaines entreprises si je postulais, par exemple. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que je suis quand même une recruteuse, que c'est pas parce que je fais tout ça que je ne suis pas une recruteuse d'autre chose dans l'informatique ou que je ne peux pas recruter autre chose que des profils informatiques. Je peux très bien faire autre chose, qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Mais en tout cas, c'est ça qui je suis. Et c'est ce que je vais présenter si c'est en tout cas ce que je veux mettre en avant. Si je veux postuler pour être recruteuse dans les énergies renouvelables, je dis n'importe quoi, ben, je suis recruteuse spécialisée. Et je ne vais pas forcément dire encore, en fait, ce n'est pas un mensonge, c'est mettre en avant les informations qui sont vraies, mais qui sont pas, qui sont utiles à ce que je cherche. S'adapter, voilà. Donc, 3 réalisations à mettre en avant, les réalisations. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a donc le contexte de ce projet-là. Euh, Par exemple, on était dans le cadre d'une migration Office 365. OK, c'est le contexte. Après, vous pouvez dire la problématique. Donc, enfin, pour la migration d'Office 365 pour un client du 440. Donc, ça peut être aussi ce niveau de détail pour le contexte, pour montrer qu'on est sur des gros projets. Ensuite, la problématique, il y a eu une fusion d'entreprises qui
nous a obligé, qui a complexifié le projet. Voilà, ça pourrait être la problématique Et mon rôle était de m'assurer que le projet se déroule bien ou de créer le design de l'architecture, de m'assurer de la bonne implémentation de l'outil. Enfin, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, voilà, d'écrire en quelques mots simples le contexte, la problématique, et puis la réalisation, c'est-à-dire j'ai réalisé, nous avons mené à bien ce projet de 40 millions d'euros, de 120 000 utilisateurs. Voilà, donner un élément à ce projet de la réalisation qui va montrer votre capacité, les épaules que vous avez et qui va aider le recruteur à se projeter avec vous sur tel ou tel projet, puisque lui, il est censé connaître l'envergure des projets pour lesquels il recrute. Donc voilà. 3 hashtags donc, qui vont vous définir, enfin vous définir en tout cas que vous voulez mettre en avant, qui pourraient être des qualités ou en tout cas des mots comme ça qui vous parlent quand vous pensez à vous d'une manière professionnelle. Donc je ne sais pas, pour moi je dirais la rigueur, la persévérance, ce genre de choses. Et puis une petite anecdote si vous voulez pour rendre un peu sympathique les choses. Par exemple, moi, je pourrais dire, ben, je suis revenue en France parce que j'étais à Londres pendant 1 an et demi. Je suis revenue, quand j'ai décidé de revenir en France, on peut dire que j'ai eu du nez puisque une semaine après ma prise de poste dans ma nouvelle entreprise à Paris, tout le monde a été confiné puisque c'était en mars 2020 et que ça m'a permis de pouvoir redémarrer ma carrière en France, et puis ça s'est bien déroulé, etc. Donc c'est une petite anecdote, par exemple. En fait, le but, c'est de vous rendre sympathique aussi, hein. C'est de créer un lien avec la personne. Voilà, vous allez être collègue, même si ce ne sera pas directement. Il faut que la personne se projette avec vous. Donc là, j'ai mis la lettre du roi. Alors, ça n'a rien à voir, hein, il ne s'agit pas d'écrire au roi ici, mais il faut l'écrire quand même parce que vous allez vous le répéter plusieurs fois et c'est ça votre histoire, c'est ça votre pitch, c'est ce que vous allez dire. Vous saurez quoi dire si on vous pose des questions parce que vous l'aurez déjà préparé. Alors, là, il ne s'agit pas du tout d'écrire ce que le roi Louis XIV écrivait, mais en tout cas, c'est très parlant parce que vous voyez qu'il va droit au but. Voilà, il y a quelques mots par phrase, c'est très clair, il y a des parties, on parle de ça ici, on parle de ça ici. Et en fait, je trouve que c'est vraiment important d'être clair, concis. Alors là, je ne l'ai pas trop été parce que, en fait, je ne sais pas de quel projet on parle, donc c'est difficile d'imaginer un projet en même temps. Mais en tout cas, soyez concise et pensez à cette règle des trois. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais j'y répondrai sûrement à la fin. On va passer à la deuxième partie, qui est la mise en concordance maintenant entre cette identité professionnelle et les codes de l'entreprise. Donc, au niveau du matching, en premier lieu. Donc, le matching avec l'annonce, c'est vraiment fondamental, c'est absolument essentiel. J'avais mis dans mon titre le qualificatif impératif, mais ça faisait un peu trop lourd dans le titre, donc je l'ai enlevé, mais c'est vraiment ça. C'est l'impérative mise en concordance avec les codes attendus, parce que sans ça, vous ne saurez jamais embaucher. Donc, le matching avec l'annonce, c'est de prendre cette identité professionnelle que vous avez créée et faire en sorte que ça matche avec l'annonce. Le problème avec les femmes, j'en suis une, donc je le sais, c'est qu'on a tendance à vouloir matcher à 100% l'annonce, ce que ne font pas du tout les hommes. C'est-à-dire que les femmes, si elles ont un ou deux éléments qui ne matchent pas dans l'annonce par rapport à leur profil, elles vont se dire que ce n'est pas une annonce pour elles, ce n'est pas un rôle pour elles et elles ne vont pas postuler. Alors qu'en réalité, il suffit que vous ayez 50% de matching pour que on soit intéressé en tant que recruteur, en tout cas pour parler avec vous, pour aller creuser un peu plus loin, parce qu'on est bien conscient que vous n'avez peut-être pas fait un CV aussi parfait que ce qu'on attend avec la présentation que je viens de vous faire, parce qu'on a conscience aussi que peut-être que ce rôle-là en question, vous ne le connaissez pas, mais ce que vous faites est tellement connexe que vous pourriez vous adapter parce que vous avez les compétences, et ça, c'est à nous d'aller creuser avec une qualification téléphonique. Donc, de toute façon, euh, ne vous mettez pas de barrière. Voilà. Postulez, c'est au recruteur de vous recaler, entre guillemets, en tout cas de juger que non, ça ne va pas aller, plutôt que vous, déjà, vous mettre une première barrière alors que ça aurait pu passer auprès du recruteur.
Donc voilà, n'hésitez pas à postuler, vraiment, même s'il y a plein de points, plein de choses à matcher. Bien souvent, les recruteurs prennent des d'annonces précédentes, ils les copient-collent, ils vont ajouter un truc là, ils vont enlever là. Il y a très peu de recruteurs qui prennent le temps de remettre à plat tout à zéro, tout réécrire pour mettre que le strict nécessaire. Donc c'est un vrai travail, un vrai chantier, surtout dans les grosses entreprises où il y a énormément d'annonces, un vrai chantier de venir minimiser les annonces. Et ça, c'est un travail que nous, on doit faire. C'est notre responsabilité. Mais en tout cas, voilà, tout le monde ne le fait pas. Donc, ne vous inquiétez pas, postulez. Je vous recommande de surligner les éléments que vous avez remarqués dans l'annonce et qui vous ont parlé et qui vous ont dit, ah ben oui, là, il me semble que je l'ai déjà fait. Ah oui, cette compétence, elle m'intéresse. Ah, ça, je l'ai pas. Alors, vous pouvez faire deux couleurs, par exemple, en vert, tout ce que vous savez déjà faire parce que vous l'avez déjà fait. Ça vous parle complètement, vous vous reconnaissez là-dedans. Et les autres que vous ne connaissez pas encore, mais qui vous intéressent, par exemple. Et ça va vous permettre visuellement de capter et de vous dire, bah oui, effectivement, là, il y a un matching avec mon CV. Ces mots-là, ces mots-clés que l'annonce me montrent, il faut qu'ils apparaissent à un moment donné dans mon... il faut qu'ils apparaissent à un moment donné dans mon CV ou dans mon LinkedIn parce que si ça ne matche pas, ben, je vous ai dit, hein, il faut faire matcher au niveau de l'IA, au niveau des algorithmes, etc. Donc, c'est super important qu'il y ait les mêmes mots. La compréhension des compétences attendues. Donc là, les compétences, oui, les compétences, c'est pas parce que vous allez vous appeler chef de projet et que nous, on va appeler ça delivery lead, qu'on ne parle pas exactement de la même chose, peut-être. Oui, on parle peut-être de la même chose. Mais en fait, au fond, ce qu'il faut savoir lire, c'est derrière, c'est les compétences, donc le pilotage de projet, le chiffrage, la budgétisation, enfin, tous les éléments de ce rôle-là, par exemple. Donc, les méthodes agiles, enfin, je sais pas, voilà, il y a des éléments clés qui sont liés à ça et que vous avez peut-être. Donc, c'est ça, c'est lire les compétences qu'il y a derrière et de bien les comprendre dans l'annonce pour que finalement vous facilitiez le travail du recruteur quand vous êtes en face de lui, pour lui montrer que vous avez bien compris de quoi il s'agissait, que vous êtes conscient d'avoir tels acquis et ne pas avoir tels acquis éventuellement, et de montrer votre capacité à rebondir, à comprendre, à avoir la tête bien faite. Ça, c'est vraiment un élément en fait très enfin, commun à toutes les annonces. On cherche tout le temps des gens qui ont la tête bien faite. Ça, c'est ce qu'on dit vulgairement. En tout cas, c'est quelqu'un qui va comprendre ce qu'on attend et qui va être conscient de ces axes d'amélioration aussi et qui va oser le dire. Après, c'est vrai que s'il y a un trop gros écart en termes d'expérience, parce que par exemple, vous avez qu'un an ou deux d'expérience et qu'en réalité, on va être sur des projets à plusieurs millions d'euros avec beaucoup de gens à encadrer qui sont déjà des personnes seniors, etc. Oui, effectivement, bon, vous avez beau coller au rôle, si vous n'avez pas l'expérience requise, on ne vous mettra pas une responsabilité à plusieurs millions d'euros parce que vous n'avez pas encore l'expérience. Mais c'est pas contre vous, c'est juste que c'est pas le matching avec cette annonce-là. Mais ça ne veut pas dire que plus tard, vous n'aurez pas un matching. Donc, c'est important qu'on puisse vous identifier et comme ça, on pourra éventuellement après vous rappeler si vous participez à notre candidate community. Alors, je parle peut-être beaucoup et vite, hein, je suis désolée, je vais boire un peu. Et enfin, ben, la mise en balance de vos connaissances, c'est-à-dire que quand vous vous présentez, donc vous avez créé votre pitch, vous avez compris l'annonce, vous avez une carte d'identité à présenter. Si vous mettez en balance les connaissances, donc ça veut dire que il faut pas être en demande d'apprendre. J'ai déjà vu ça chez des profils juniors. De personnes, oui, mais j'ai envie d'apprendre, etc. Alors, l'entreprise, elle vous apprendra de toute façon. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, on apprend, peu importe des rencontres, de tout, on apprend tout le temps. Donc, de toute façon, vous apprendrez. C'est bien de montrer que vous n'êtes pas campé sur vos positions, que vous pensez tout savoir, mais vous n'avez pas forcément besoin de montrer et d'exagérer sur le fait que vous voulez apprendre dans l'entreprise, parce que là, ça montre ou ça laisse croire que vous ne connaissez pas les choses et que finalement, vous venez juste chercher de l'expérience dans l'entreprise. Ce qui peut être vrai en soi, mais c'est pas ce que l'entreprise a envie d'entendre. L'entreprise, elle, fondamentalement, elle a un intérêt différent du vôtre, hein, même si c'est pas méchant, mais son intérêt premier, c'est que vous lui apportiez de la connaissance et de l'expertise, par exemple, sur un sujet. Donc,
vous ne pouvez pas vous présenter comme étant la personne qui veut apprendre de l'entreprise. Donc, il y aura un petit peu ce jeu inconscient où le recruteur va chercher à comprendre ce que vous pouvez leur apporter, ce que vous pouvez apporter donc à l'entreprise. Donc, le but, c'est de montrer vos connaissances, mais pas forcément de les étaler, mais en tout cas de pouvoir montrer que vous avez quelque chose à apporter, que vous avez la connaissance et le savoir sur ce poste et sur ce qu'on attend, et poser des questions aussi si l'annonce n'est pas claire. Peut-être que le recruteur aussi a fait une annonce et ne connaît pas bien le poste. Ça arrive très, très fréquemment. Donc, il faut savoir que les recruteurs ne sont pas forcément ultra spécialisés comme je peux l'être et vont travailler sur plein de domaines différents. Moi, si tout d'un coup, on me demande de recruter des astronautes, je peux vous dire que ça va être compliqué pour moi. Donc, en tout cas, les premières fois. Donc, voilà, soyez indulgents avec les recruteurs et surtout, ne vous culpabilisez pas si ça marche pas. Ça peut venir de plein d'éléments différents. Vous voyez qu'il y a plein d'étapes avant de pouvoir arriver à trouver ce matching. En tout cas, les connaissances, voilà, il faut montrer que vous êtes ouvert d'esprit, que vous êtes... continuez à passer des certifications, par exemple. Ça, c'est des éléments qui montrent que vous continuez à apprendre, que vous aimez travailler avec des experts, que justement, vous voulez quitter votre entreprise parce que vous êtes tout seul et que vous aimez bien l'esprit de travailler en groupe parce que ça crée une synergie. Voilà, il y a des manières de montrer que vous voulez apprendre sans avoir cette posture d'étudiant qui ne connaît pas et qui attend de l'entreprise qu'elle apporte tout. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Euh, Et enfin, donc ça, c'est la dernière partie. On aura du temps, du coup, pour vous montrer mon CV et puis répondre à vos questions. Donc, c'est la présentation orale et physique, hein, puisque là, c'est vraiment la dernière étape. Vous voyez, dans ce thème sur le qu'est-ce qu'attendent les recruteurs lors de l'entretien, finalement, l'entretien, c'est que la conséquence de toute votre préparation en amont. Parce que si vous avez fait tout ça, ce sera facile d'être en entretien. Ce sera une formalité. On va juste vérifier qu'effectivement, on ne s'est pas trompé, qu'on coche bien toutes les cases. Donc, les entretiens, aujourd'hui, alors moi, j'en fais pas du tout de physique. Hein, j'en ai fait quelques-uns dans ma carrière, mais en réalité, j'ai toujours travaillé à distance puisque j'étais à Londres. Mais en tout cas, j'ai fait déjà des entretiens physiques et c'est vrai que je pense que j'aurais pas recruté certaines personnes en physique que j'aurais peut-être recruté à l'oral. Donc c'est toujours, enfin, en visio. C'est toujours cette histoire des biais cognitifs où en fait on est inconsciemment influencé pour prendre des décisions pour différentes raisons. Donc si ça vous intéresse vraiment, penchez-vous sur le sujet parce qu'il y a plein de niveaux de biais cognitifs et c'est le fléau du recrutement, j'ai envie de dire. Et je dois lutter, moi, en tant que recruteur, pour éduquer aussi les managers qui ont le dernier mot ou les directeurs ou voilà, le leadership qui va finalement avoir un a priori sur tel ou tel sujet, alors que moi, j'aurais bien considéré que c'est un élément qui n'est pas forcément fondamental et que ça ne mérite pas de s'y attarder. Donc ça, c'est un vrai travail aussi en interne dans l'entreprise et ça va dépendre de sa maturité. Donc voilà, encore une fois, essayer de dédramatiser, de ne pas prendre les choses personnellement si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas la bonne entreprise aussi pour vous. Donc là, je mets une photo volontairement d'une personne qui est en sari, du coup, enfin, je pense qu'on appelle ça comme ça, pour montrer que, en fait, on peut avoir peut-être cette liberté d'habillement dans certaines entreprises. Et si c'est le cas, il faut le savoir. Donc, les codes vestimentaires, c'est pas du tout la même chose si vous allez travailler pour la Société Générale et qu'il y a une obligation, que vous voyez que les hommes sont en cravate, par exemple. On va imaginer que les femmes sont aussi en costume, peut-être jupe, ce genre de choses. Il y a des codes qui sont spécifiques à ce genre d'endroit au niveau bancaire, etc. Donc, ça, il faut le savoir. Moi, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, par exemple, que chez Avanade, les candidats et les candidates avaient l'impression qu'on était très strict, qu'on était habillés justement en cravate, etc. Parce que ben, les photos LinkedIn laissaient penser ça et la personne était surprise qu'en visio, elle voit des gens habillés des contracts, etc. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il ne faut vraiment pas oser demander aux recruteurs quels sont les codes de l'entreprise
Et s'il vous dit, bah, écoutez, nous, chacun est libre de vivre à la mode qu'il veut et que peut-être vous pouvez aller jusqu'à être habillé avec des habits traditionnels qui sont liés à vos origines ou ce genre de choses. Donc ça peut être des points que vous ignorez et qui peuvent être intéressants à savoir. Les codes de langage aussi, hein, je vous parlais du milieu bancaire, peut-être qu'ils vont utiliser certains mots qui ne vont pas être utilisés dans d'autres. Par exemple, nous, en société de service, on va avoir des BU. Des business units, voilà, ça c'est des choses qui sont utilisées. Si vous ne savez pas ce que c'est, que vous parlez plutôt de service, euh, en tout cas, c'est pas très grave, mais il faut être un petit peu familiarisé avec les mots qui sont utilisés. Nous, on parle de talent community chez nous, mais ça, c'est propre à Havana, donc vous ne pouvez pas le savoir. Mais en tout cas, si vous réemployez ces mots-là, inconsciemment, vous allez un petit peu manipuler le recruteur. Vous allez prendre à son propre jeu des biais cognitifs, puisque lui, il va vous identifier dans l'entreprise parce que vous comprenez de quoi il s'agit, vous savez ce que c'est une ESN, vous comprenez le principe, ou en tout cas, si vous ne le comprenez pas exactement parce que vous n'y avez jamais travaillé, mais que vous avez fait quelques recherches, il vous suffira de mettre quelques mots dans votre langage qui vont laisser penser que le recruteur sait de quoi vous parlez. Et ça peut vous servir pour déclencher le oui, le go, comme on dit dans notre jargon. Donc, pour la suite et que vous puissiez après faire vos preuves sur vos compétences, etc., au niveau technique. Donc, n'hésitez pas à utiliser des petits mots de langage qui sont liés au domaine auquel vous postulez. Ça peut être un atout. Encore la cohérence donc, de votre parcours versus de votre présentation orale, hein. Donc, on en a parlé tout à l'heure. C'est cette présentation qui est super importante du CV, euh, du CV, de LinkedIn et de votre pitch. Et puis ensuite, ce que vous allez dire à l'oral et qui sera du coup en cohérence, hein. Donc, quand vous allez vous présenter, si la recruteuse ou le recruteur vous demande de vous présenter en 5 minutes, vous saurez exactement quoi dire parce que vous aurez préparé cette phrase qui vous définit pas en tant qu'être humain, mais en tant que professionnel. Et vous pouvez aller plus loin, créer un petit paragraphe en amont, un pitch de 5 minutes, en plus de cette phrase, qui va vous présenter. Alors, ça ne sert à rien de remonter jusqu'à la maternelle, hein, parce que ce n'est pas du tout intéressant. En tout cas, de focaliser sur votre parcours de manière très rapide. Voilà, j'ai d'abord étudié le commerce, j'ai obtenu mon DUT technique de commercialisation. Après avoir travaillé un petit peu chez SFR, je voulais continuer mes études. Naturellement, et par passion, je me suis dirigée vers le droit. Euh, j'ai fait mes 5 ans de droit pour avoir mon master. J'ai travaillé en cabinet d'avocat. Ça m'a pas passionnée parce que il me manquait ce côté commercial et j'adorais l'informatique également. J'ai été certifiée à l'époque. Finalement, j'ai eu une opportunité d'aller à l'étranger, ce que je souhaitais vivement pour apprendre le métier de recruteur en informatique. C'était le match parfait. Je trouvais enfin le métier idéal pour matcher toutes mes compétences, qu'elles soient commerciales, juridiques et informatiques. Donc, j'ai très rapidement excellé dans mon métier jusqu'à gagner un voyage au Mexique payé par mon employeur pour me remercier de mes bons résultats. J'ai ramené 160 000 euros la première année. Enfin, je sais pas, donner des indications qui vont prouver en fait ce que vous avancez. Et puis après, voilà, j'ai voulu rentrer en France. Il y a eu la crise, il y avait la crise Covid qui commençait. Et puis finalement, j'ai bien fait. Je cherchais à rentrer chez l'un de mes clients qui n'avait pas de rôle actif ouvert à ce moment-là. Donc, je suis allée chez des anciens Microsoft, chez la petite sœur de ce client. Et puis, patatras, coup du sort, destin, ce client, donc Avanade, se fait racheter, enfin, rachète mon employeur. Donc, je me retrouve finalement chez eux. Donc, très heureuse de mon parcours, une cohérence. Et là, je pars dans un mois au Canada pour une mutation en interne, donc avec Avanade Canada. Et je continue
continue mon aventure d'expatriation. Donc ça, c'est une histoire, c'est une belle histoire, ça prend pas plus de 2 minutes et on sait qui je suis. Après, on peut dire, voilà, j'ai toujours été spécialisée dans les technologies Microsoft, au départ le développement et puis ensuite l'infrastructure. Voilà, c'est très clair, c'est net, on ne parle pas d'autre chose qui ne nous intéresse pas pour un poste de recruteur, là, en l'occurrence. Je ne fais pas volontairement de parallèle avec vos rôles à vous, puisque je ne sais pas du tout quel métier vous avez. J'espère que vous partagerez avec moi un petit peu votre profil, que je puisse savoir à qui je parle. J'aurais un petit peu plus orienté si j'avais cette information. Et puis, ben, la projection dans l'entreprise, donc ça, c'est super intéressant d'amener le recruteur à se projeter avec vous. Donc, comment vous pouvez faire ça? Alors, que ce soit un recruteur RH ou que ce soit un recruteur, en fait, hiring manager, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le directeur qui va finalement travailler avec vous dans ce service-là, que vous allez rencontrer, soit au niveau de l'entretien technique, qui serait éventuellement l'un de vos collègues, soit au niveau des entretiens de direction avec la personne décisionnaire du service, soit après dans ce que nous, on appelle des business cases, où là, il y a une préparation d'une semaine avec un cas d'usage que vous devez présenter devant des membres du leadership. Donc, tout ça, ça va vous aider à vous projeter dans l'entreprise parce que vous allez voir vos futurs collègues, etc. Donc ça, c'est un vrai travail de l'entreprise de vous aider à vous projeter dans l'entreprise. Et si vous allez dans les locaux, de vous présenter un petit peu les locaux. Et puis, vous aussi, vous devez aider le recruteur à se projeter avec vous. Donc, je vous le disais, avec les codes vestimentaires et de langage, déjà, ça, c'est un gros point. Ensuite, avec le matching du CV, du parcours, de la présentation orale. Donc, ça, si vous avez fait tout ça, vous pouvez très bien, après, lancer des petits éléments à la fin de l'entretien. Donc, moi, je vous recommande vivement de poser une ou deux questions qui vont être liées à ça. Si le recruteur n'a pas dit, par exemple, quelles étaient les étapes prochaines, vous pouvez lui demander, voilà, quelle est la suite, si jamais c'était concluant, comment ça s'annonce pour la suite, pour montrer en fait votre intérêt aussi au recruteur, ça va peut-être le motiver à défendre votre dossier devant la direction, quoi, puisque c'est de ça qu'il s'agit finalement. Si le recruteur euh, croit en votre candidature, il va tout faire pour faire comprendre cet élément en quelques mots. Et ça, c'est le travail du recruteur, de synthétiser et de montrer les éléments, de les avoir repérés et de les mettre en forme pour les présenter aux décisionnaires. Après, le recruteur est aussi décisionnaire. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je le suis chez Avanade, que ce soit au niveau des salaires. Donc là, c'est pareil, il y aura une cohérence nécessaire, c'est-à-dire de dire votre salaire actuel. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je demande toujours à la fin. Voilà, combien vous avez un brut annuel fixe aujourd'hui. Combien vous attendez? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question et est-ce qu'il y a une limite en dessous de laquelle vous ne descendrez pas? Et ça va me permettre de savoir si effectivement, par rapport au parcours que vous m'avez présenté, que j'ai compris de vous, est-ce que il y a une cohérence par rapport à nos levels à nous dans l'entreprise? Donc, nous, on a différents levels. Voilà, analyste, senior analyste, consultant, senior consultante, manager, groupe manager, directeur. Enfin, on a vraiment des niveaux qui font que si vous n'avez pas tant d'expérience dans un domaine ou si vous n'avez pas coché telle ou telle case, vous ne rentrerez pas dans ce level-là, mais vous serez plutôt dans l'autre level et du coup, la grille de salaire n'est pas la même. Donc, moi, je vais voir déjà s'il y a une cohérence entre ce que je vois de votre parcours et est-ce que vous avez actuellement, est-ce que vous attendez? Et en général, bon, moi je vais jusque-là de dire effectivement, oui, je pense que ce sera possible, en tout cas si vous réussissez les entretiens techniques, que ça se confirme, c'est pas moi qui vais décider du level, mais en tout cas déjà, j'ai une idée et je pense qu'on reste assez cohérent, on va voir comment ça se passe pour la suite. Et puis vous, ça vous permet aussi de comprendre plus tard que effectivement, pourquoi ça marche pas, est-ce que c'est le mauvais timing? Il faut savoir que parfois ça marche pas parce que c'est tout simplement le mauvais timing. Là, par exemple, on est en fin d'année fiscale, donc on va redémarrer une nouvelle année fiscale en septembre. On aura des nouvelles job annonces au niveau de septembre-octobre. Il faut savoir que là, on a quasiment réalisé le plan de recrutement, donc on n'a que quelques postes bien spécifiques ouverts. Donc peut-être qu'on ne va pas retenir votre candidature aujourd'hui parce que là, on n'a pas la position pour vous, mais en tout cas, on pourra très bien l'avoir en septembre. Donc voilà, des fois c'est juste une question de mauvais timing, des fois bah, tout le monde est en vacances en même temps. Voilà, si vous postulez en mai, bah, ça peut arriver par exemple, parce qu'il faut savoir qu'en mai, les salariés doivent poser tous leurs congés
sinon avant le 31 mai, parce que sinon ils les perdent, les congés de l'année dernière. Donc c'est très souvent, avec en plus les jours fériés du mois de mai, c'est très souvent qu'au mois de mai, tout le monde est absent. Donc voilà, c'est pour vous indiquer qu'effectivement, il faut être conscient du fait que c'est pas lié à vos compétences, c'est pas lié à vous, c'est vraiment une concordance de choses et un alignement des planètes, j'ai envie de dire, qui va faire que oui, vous allez réussir à passer entre les mailles du filet. Donc, si vous arrivez déjà à maîtriser tous ces éléments que je viens de vous présenter, effectivement, ce sera beaucoup plus, vous allez optimiser vos chances d'arriver jusque-là. Voilà pour moi, c'est terminé. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous êtes tous encore là, que je ne vous ai pas perdu parce que j'entends personne. Alors, c'est normal. Bonjour Mélinda. Laurence, modératrice pour Elle Bouge. Merci beaucoup pour Je cette vous en prie. intervention. Nous avons beaucoup de questions. Ah, super. Voilà, oui, je les ai gardées pour la fin. Nous avons eu plusieurs questions concernant les compétences à sélectionner selon le type de poste et si vous aviez des recommandations sur où trouver les compétences par rapport aux différents postes, comment retrouver justement ces compétences à mettre en avant. Oui, je comprends. Alors, c'est vrai que définir les compétences, déjà, c'est particulier. Qu'est-ce qu'on entend par compétence? En fait, c'est très flou. On pourrait presque écrire un mémoire là-dessus. En fait, les compétences, ce que j'entends par là, c'est une capacité à faire le job. Voilà, très simplement. Donc, comme je vous disais, si on prend le rôle de chef de projet, il y a certains éléments qui vont définir le chef de projet. Donc, déjà, la capacité rédactionnelle, éventuellement en anglais aussi, puisque ben, nous, on est quand même une boîte américaine, donc si vous ne parlez pas anglais, déjà, ça va poser un problème. Donc, ça va être une compétence pour nous. Là, je pars au Canada, je vous ai dit, toute mon équipe parle que anglais. Moi, je vais parler français, du coup, je suis bilingue. Là, le français devient une compétence. Alors qu'elle n'est pas une compétence en France, puisque c'est ma langue maternelle. Donc, vous voyez, il faut vraiment vous mettre en matching, encore une fois, comprendre ce qu'est l'entreprise et ce qu'elle recherche. Et ça, cet élément-là va devenir une compétence. Parce que si, par exemple, vous avez été euh, en charge de faire de la traduction, par exemple, dans tel ou tel langage et que c'est important pour le métier que vous visez, ben, ça peut montrer une compétence. Moi, j'en suis typiquement l'exemple, c'est-à-dire que j'ai des compétences commerciales, j'ai des compétences juridiques, donc, et je suis recruteur. Vous allez me dire, mais vous n'avez pas étudié les RH, etc. Ben, j'ai quand même travaillé chez les pompiers, dans l'administration, dans le service RH, tous les étés quand j'étais étudiante. Ma mère est RH, donc j'ai quand même baigné un peu là-dedans. Et finalement, mes compétences juridiques vont plus loin que... Mais il va me manquer des éléments des compétences que je n'ai pas de la fonction RH, par exemple, faire de l'administration des ventes, rédiger des fiches de paye, c'est pas du tout. Mais par contre, j'étais très forte en compta, donc j'ai une appétence qui va me permettre d'arriver très rapidement à ça. Voilà, ça, c'est ça qu'on va entendre par compétence, c'est faire un ratio, un pourcentage de succès, de se dire, ben oui, grâce à ça, ça, ça et ça que j'ai fait dans ma vie, en réalité, c'est pas parce que le job en lui-même, le titre du poste, parce que les titres, ils sont différents dans toutes les entreprises, donc il faut vraiment pas s'arrêter à ça. Eh ben, je peux éventuellement faire ça et je serai encore plus successful que quelqu'un qui finalement a eu le même titre, mais en fait n'a pas travaillé sur telle envergure, etc. Donc ça, c'est vraiment le travail du recruteur, mais c'est aussi à vous de faciliter le travail du recruteur pour lui mettre ça devant les yeux, en fait. Merci. Une question de Faïmé qui demande si on peut mettre les stages, on doit les présenter dans son CV. Ben oui, si vous avez que ça à présenter, oui, bien sûr. Après, je ne sais pas combien vous avez d'années d'expérience, mais effectivement, là, pour le coup, moi, j'ai mis que j'avais fait un stage chez le bâtonnier avocat, donc dans ma ville, quand j'ai fait mon master. Je ne l'ai pas mis dans mon CV, par exemple. Voilà, en fait, ça dépend.
de votre nombre d'années d'expérience, ça dépend ce que vous voulez montrer. Moi, je suis plus juriste aujourd'hui, donc j'ai plus aucun intérêt de le mettre. Par contre, à l'époque, quand j'avais très peu d'expérience et que je recherchais dans le droit, bah, oui, j'ai mis ça en avant, j'ai détaillé. Voilà, en fait, plus vous allez avancer, votre CV il va constamment évoluer. Donc, faites une bonne base et moi, je sais que j'ai une liste incroyable de CV. Je suis désolée, je n'ai pas pu vous le montrer, mais en tout cas, j'ai une liste vraiment importante de CV enregistrés avec le mois et l'année à laquelle je le fais et je fais tout le temps évoluer. J'ai ma version en anglais et ma version en français et ça, c'est super important de se poser. Donc, moi, je vous recommande quand même de mettre le titre. euh, le titre de votre rôle, donc moi c'était Talent Acquisition en gros, puis après l'entreprise avec la date à côté. Moi j'ai mis entre parenthèses carrément le nombre d'années d'expérience au niveau de l'expérience, du titre expérience, comme ça au moins je facilite encore plus la vie du recruteur, quelques mots clés sur ce que je fais et puis voilà, avoir des codes clairs, simples, originalité peut-être un peu, mais en tout cas soyez simple. Il faut vous dire que c'est 10 secondes pour lire un CV. Il faut que votre CV aussi réponde à un code facile à lire pour le recruteur. Donc, n'utilisez pas une police atypique, ce genre de choses. Restez quand même. Après, des CV très, très originaux dans le marketing, ce genre de choses, ça nous fait toujours. C'est toujours intéressant pour nous recruteurs. Ah, ça change, on va regarder tout ça. Mais en fait, au bout d'un moment, on n'a pas le temps. Donc, si c'est trop dur à lire, on va passer à autre chose. Alors, une autre question, faut-il notifier dans son CV qu'on a été en congé maternité, notamment si c'est juste après son obtention de diplôme? Non. Je suis pas pour mettre des éléments personnels, encore une fois, ça vraiment, ça fait partie des biais cognitifs. Euh, je pense pas que ce soit nécessaire de le mettre. Après, c'est sûr, si vous avez un trou de 3 ans, peu importe où c'est dans votre CV, ça peut être compliqué. Enfin, peut-être que le recruteur ne va pas s'attarder dessus. C'est peut-être votre cas, c'est peut-être pour ça que vous posez cette question, vous dire est-ce que je justifie finalement le trou qu'il y a dans mon CV. Euh, c'est une question délicate. Je ne sais pas trop répondre à cette question parce que ça va vraiment... Disons que ça va faire partie des biais cognitifs, donc il y a un vrai risque que ce soit pas retenu. Vous pourriez le mettre parce qu'il y a des gens qui vont se dire ben, elle a déjà eu un enfant, donc on sait qu'elle partira plus, par exemple, pour les entreprises qui nous, c'est pas du tout comme ça qu'on réfléchit, hein. Moi, j'ai déjà eu des personnes que j'ai recrutées au moment de l'offre m'ont annoncé qu'elles étaient enceintes, mais que c'était au tout début. Donc, voulaient pas trop le dire parce qu'elles savaient pas encore si ça allait vraiment se faire, etc. Donc, moi, j'étais super heureuse pour elles et je les ai rassurées et je leur ai dit qu'il n'y avait aucun problème. Enfin, au contraire, voilà, on ne peut pas avoir une politique à vouloir embaucher des femmes et en même temps leur reprocher d'être enceinte. C'est juste pas possible. Donc, ça va dépendre, encore une fois, du niveau de maturité de votre entreprise. Donc, si c'est un petit congé maternité, je dirais non. Si c'est un très long congé maternité et qu'il faut justifier le trou dans le CV, dans ce cas, peut-être le mettre et il faudrait réfléchir à la manière de le faire le plus adroitement possible. Alors, il nous reste 1 minute pour une dernière question. Pour les reconversions professionnelles, comment arriver à être considéré par le recruteur? Alors, considérer, euh, être considéré par le recruteur. Alors, c'est vrai que si vous n'avez pas du tout d'expérience en fait dans le domaine en question, ça va être très difficile. C'est toujours difficile les premières expériences. Moi, il a fallu quand même que je parte à l'étranger. Donc, oui, je vous dis pas que c'est un long fleuve tranquille et que tout est parfait et que tout ce que vous allez faire, que je vous ai conseillé, va vous permettre de décrocher votre job. Non, je ne peux pas vous dire ça. Mais déjà, il faut vraiment faire ce travail de concordance au maximum. C'est vraiment ce que je vous disais. C'est vraiment essayer de faire matcher au mieux les compétences que vous avez pu développer d'une part et ce que vous avez pu
déceler chez vous et le mettre et manipuler en l'exposant en fait sur cette carte d'identité professionnelle. Donc nous, on est ouvert à la reconversion. Par exemple, on va privilégier, c'est vrai, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entreprises, des personnes qui vont être dans des programmes spécifiques. Par exemple, alors nous, on fait beaucoup de POEI. Alors, c'est pas moi qui m'en occupe, donc ça va être difficile d'en parler. Mais en tout cas, il y a des programmes comme ça où les entreprises ont besoin, par exemple, dans l'informatique, il y a très peu de femmes, hein. Nous, dans l'infrastructure, quand je suis arrivée, il y avait 2% de femmes dans le service. Il a fallu, enfin là, on est arrivé à plus de 10%, donc je suis très contente en un an, on a vraiment fait beaucoup d'efforts là-dessus. Mais voilà, la POI va nous servir, par exemple, à amener plus de femmes dans l'entreprise. Donc, vous avez un réel avantage par rapport à ça. Donc, si vous avez un nom, par exemple, qui ne laisse pas montrer que vous êtes une femme, ben là, je dirais manipuler le recruteur en montrant que vous êtes une femme. Peut-être que ce serait un atout. Et pensez toujours, voilà, qu'est-ce qui va me servir par rapport aux attentes du recruteur. Et comment lire les attentes du recruteur? Eh ben, il faut déchiffrer l'annonce, parler au recruteur, lui poser des questions sur les questions que vous pouvez avoir parce que c'est pas clair dans l'annonce, etc. Donc, c'est ça, poser des questions. C'est dire, ben, je veux comprendre mieux de quoi il s'agit. Je sors de là, j'ai compris moi aussi qu'il y avait matching ou il n'y avait pas matching, en fait. Et comme ça, il n'y a aucune frustration des deux côtés. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Bonjour d'abord et merci pour votre présentation claire et illustrée. Concernant la négociation des salaires, comment évaluer l'échelle du salaire à proposer, sachant que cela peut varier selon l'entreprise? Oui, alors moi je le donne hein, à la fin, comme je disais, donc je ne sais pas comment vont procéder les autres recruteurs, mais en tout cas, je vous donnerai une idée. Je pourrais vous dire, bah, écoutez, vous me demandez 50 000, c'est vraiment la tranche haute pour ce level-là, par exemple. Donc, je pense que dans votre cas, on serait plutôt autour de 45 000. Si vous m'avez dit 40, en fait, il commence à y avoir une petite négociation à ce moment-là. Mais ça, c'est moi qui l'initie. Je suis consciente que tous les recruteurs ne le font pas. Donc, si vous voulez vous lancer dans cette négociation pour pas perdre votre temps, tout simplement, quand le recruteur va vous poser la question de combien vous gagnez, il n'y a rien de plus frustrant qu'un recruteur qui vous donne rien comme indication derrière ça. Donc, posez-lui la question, est-ce que vous pensez que je rentre dans vos grilles? Est-ce que vous pensez que c'est cohérent avec mon parcours? Tout simplement. Et là, il va vous dire, ou elle va vous dire, effectivement, là, je pense qu'on devrait trouver un terrain d'entente. Voilà, vous pouvez lui poser la question, est-ce que vous pensez qu'on arrivera à trouver un terrain d'entente sur ce niveau de salaire, ou est-ce que ça vous semble qu'est-ce que vous pensez de mon salaire, en fait? Vous pouvez tout simplement... Moi, j'ai déjà donné des évaluations à des gens que je n'allais pas recruter. Genre, ils m'ont demandé, voilà, quel est mon salaire, qu'est-ce que je peux améliorer. Je les aide en entretien à s'améliorer pour leurs prochains entretiens. Voilà, ce ne sera pas avec moi, ce sera avec un autre recruteur et avec une autre entreprise. Mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir les aider et leur donner des éléments pour qu'ils s'améliorent. Donc, n'hésitez pas à partir du principe que les recruteurs, ils sont de bonne foi, de bonne volonté et qu'ils ont envie de vous aider. Donc, vraiment, poser des questions et sur le salaire, oui, vous pouvez tout simplement poser la question et c'est là que ça va se négocier en première étape, peut-être en deuxième étape, mais si c'est un entretien technique, je ne pense pas que vous aborderez le salaire. Ce sera après un entretien de direction. Puis après, le recruteur vous rappellera et vous dira, voilà, on avait parlé de tel salaire, j'ai pas encore les approbations au niveau du leadership. Par contre, je pense que on pourrait partir sur tel salaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça me paraît bien. Ouais, là, c'est un petit peu bas. J'ai quand même des offres un peu plus hautes, etc. Ah, d'accord, bah, je vais voir. Je vais essayer d'aller chercher ce salaire-là, mais j'en suis pas sûre. Je vais faire tout ce que je peux. Et puis là, je vais chercher au niveau du leadership. Et puis, il y a d'autres manières d'avoir ce salaire-là. Peut-être que vous l'aurez pas en fixe, mais que vous l'aurez aussi avec du variable. Peut-être que vous aurez aussi un bonus. On peut embaucher des gens en leur donnant un petit bonus à l'entrée de 2, 3, 5 000 euros. Il y en a, ils ont 15 000 euros de bonus, il faut le savoir, en fonction du niveau de seniorité et de la rareté des profils. Donc, j'ai même vu beaucoup plus en bonus. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aussi camper sur vos positions, mais quand vous êtes dans les clous, quand vous sentez que vous êtes dans la grille, mais que vous sortez un petit peu de la grille, voilà. Si vous avez réussi à passer jusque-là et qu'on veut vous faire une offre,
c'est qu'on veut vous faire une offre, on vous veut dans l'entreprise, on ne va pas vous perdre pour 2 000 euros. Donc, tout simplement, restez sûr de vous et attendez de voir. Et puis après, vous direz, voilà, moi j'ai des offres quand même sur la table, comment on fait? Moi j'ai envie de vous rejoindre. Par contre, on est un peu juste par rapport bah, à ma vie personnelle, à ce que je gagne actuellement, etc. Voilà, vous aurez toujours une bonne raison de pouvoir justifier les raisons qui font que vous valez ça, en fait. Et ça, c'est un vrai travail féminin. C'est la valeur que vous vous donnez. Et ce serait un travail personnel à faire, que moi je fais aussi, de valorisation, d'estime de soi, de développement personnel. Et ça, c'est au quotidien. Et plus vous allez être sûr de vous dans la vie, et plus vous penserez que votre place, elle est là, et plus vous vous sentirez à l'aise à faire ces exercices. Voilà, je suis contente de clôturer là-dessus. Merci.